encore une fois, merci beaucoup parce que c'est extrêmement encourageant pour moi de voir qu'on peut continuer de transmettre, que vous êtes là. Moi, j'en connais plein qui viennent depuis longtemps. Ça fait maintenant presque 10 ans. Et puis, on s'échange des choses, on se parle. Et ce soir, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui... Apprendre à mieux s'aimer soi-même. Alors, on peut souvent se poser la question, qu'est-ce que ça signifie ? Pour vous poser un peu le cadre de cette petite causerie, l'idée m'est venue en 3 temps. La première, c'était il y a 5 ans, place de la Bastille, à Paris. Juste en face de l'Opéra Bastille, il y a un café dont j'ai oublié le nom. Et puis, j'étais assis à une terrasse, c'était au printemps, et soudain, quelque chose se passe. Je sens dans l'assistance, c'est-à-dire les gens qui étaient en train de prendre un café, un mouvement comme ça. Et tout le monde regardait une femme qui passe, voilà, assez grande. Et je me disais, mais bizarrement, elle fait tout pour qu'on la voie. Et en effet, elle faisait tout pour qu'on la voie. Alors cette femme va s'asseoir à côté d'une autre femme qui était à quelques petits mètres de moi. Et une femme qui était un peu pliée, une jeune femme qui était un petit peu comme ça. Voilà. Elle va s'asseoir, donc cette grande dame, à côté de la dame plus petite. Elle se met à côté d'elle et puis elle lui dit « Ouh là là, je suis mal coiffée ce matin. Puis je me sens pas bien. Puis en fait, je suis seule. Puis même si j'étais pas seule, je serais forcément mal accompagnée parce que je suis pas capable de trouver quelqu'un. Parce que je vais finir ma vie toute seule de toute façon. » Et elle continue, et elle continue. Et ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Et puis je vois à côté donc cette femme qui était comme ça, être de plus en plus comme ça, la regarder de plus en plus bizarrement. Et puis à un moment, on aperçoit qu'il y avait quelqu'un qui avait justement, comme vous Lionel, une caméra. Et puis il avait une perche comme ça, il était en train de prendre le son et puis de filmer. Puis alors la dame lui dit à l'autre dame, écoutez, en fait on tourne un petit documentaire, ce que je suis en train de vous dire là, c'est souvent ce que vous vous dites tous les jours. Vous êtes en train de vous dire ça tous les matins, toute la journée. Vous vous envoyez des images négatives et puis bizarrement vous avez vu l'effet que ça fait. Et cette dame était en effet complètement tétanisée, que quelqu'un puisse prendre sa voix et dire des choses comme ça. Alors l'autre dame a dit maintenant je vais faire autrement et puis vous allez fermer vos yeux et puis je vais commencer à parler autrement. Et puis elle lui parle autrement et puis on pouvait voir, parce qu'il y avait un tout petit attroupement, que la jeune femme qui était toute comme ça commençait à se redresser et puis à avoir, je ne sais pas, peut-être à s'aimer davantage. En tout cas, ça pouvait se percevoir. Alors il y a eu ce premier déclic, il y a 5 ans. Après, il y a eu un autre déclic qui était un travail avec la bipolarité. Alors je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un spécialiste de la bipolarité, mais ça m'a toujours intéressé dans le sens où je dirais qu'il y a tellement de sortes de bipolarité qu'il a fallu un jour que moi je me pose un peu certaines questions par rapport au public que j'avais. Alors j'ai voulu travailler, et j'ai découvert un jour que, non pas la raison de la bipolarité, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui devenait la conséquence, c'est qu'en fait, il y avait une perte du soi, il y avait une perte de l'amour de soi. C'est-à-dire qu'en gros, l'émotion qui était générée par l'autre, quel qu'il soit, dans quelque contexte ce soit, prenait une telle place, positive ou négative, que le soi disparaissait. Et donc, l'idée de pouvoir... allez-y, si vous trouvez... il y a une petite place par là. L'idée de pouvoir faire une petite causerie comme ça autour de l'amour de soi devenait de plus en plus naturelle. Et puis, il y a le travail. Il y a le travail de tous les jours. Il y a le quotidien. Il y a les gens qui ont la gentillesse de venir me voir et qui me posent des questions. Comment je peux faire pour aller mieux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi-même? Est-ce que je m'aime bien? Pourquoi je ne m'aime pas? Etc., etc. Alors, à partir de là, je me suis dit, ben voilà, on va faire une petite série de conférences autour de ça. Alors aujourd'hui, c'est à Toulouse, demain, ça sera à Montauban, il y a peut-être la Belgique, Bordeaux, enfin on est en train de voir tout ça. Et puis, après, il y a l'Espérance, donc l'espoir dont je vous ai parlé, le 26 avril, hein, autour de Toulouse. Une belle soirée sur l'espoir, l'espérance. Si un jour Dieu revenait, vous savez qu'il est parti un jour, mais il peut revenir, ou il n'est peut-être jamais venu, on n'a jamais su. En fait. Il aurait peut-être un 11e commandement à nous donner, et ce 11e commandement serait peut-être justement « Aime-toi toi-même ». Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? S'aimer soi-même, c'est des mots qui sont des mots qui résonnent et qui parfois peuvent déranger. Il ne faut pas confondre l'amour de soi avec le narcissisme,
avec le nombrilisme. C'est souvent la problématique. Qu'est-ce qu'on nous apprend dans notre société la plupart du temps? On nous dit il faut directement aimer l'autre, ou alors on nous fait une culture du soi. Donc on est entre ces deux-là, c'est-à-dire qu'on oscille en permanence entre l'idée que la culture du soi c'est important et puis qu'il faut impérativement aller vers l'autre. Quand on entend « il faut impérativement aller vers l'autre », on entend un espèce de parent qui résonne à l'intérieur de notre esprit et qui nous dit « tu dois, il faut ». Ce qui signifie que quand on s'empare de l'autre dans ce moment-là, la réflexion intérieure, c'est-à-dire la possibilité d'être un adulte, va commencer à disparaître. C'est le devoir qui va l'emporter. Et donc, on passe de la notion du désir, c'est-à-dire l'envie de pouvoir s'occuper de l'autre, au devoir de s'occuper de l'autre. Et la distance avec soi va commencer, entre autres, à cet instant-là. Essayons d'avoir le désir de soi, et non pas le devoir de soi. Essayons d'avoir le désir de l'autre, et non pas le devoir de l'autre. C'est-à-dire, prenons une posture un peu plus adulte que celle du parent. Que va-t-il se passer avec cette histoire d'amour de soi? Alors, il y a l'adage qui dit qu'il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir mieux aimer les autres. Alors c'est vrai, puis en même temps c'est faux, comme tout. Quand j'ai commencé ce métier il y a quelques années, j'étais vraiment pas en forme. Je vous raconte un petit peu ma vie, parce que j'adore raconter ma vie, puis je la raconte à chaque fois, donc les gens la connaissent, ceux qui viennent. Il s'est trouvé que j'étais à la sortie de quelque chose de difficile pour moi, où j'avais perdu beaucoup de choses, mais c'était à la fois conscient, c'était à la fois une conséquence de quelque chose. Et puis, au moment de recommencer, comme on dit, de poursuivre cette vie, je me posais cette question. Je me disais en effet, mais finalement, comment je vais pouvoir faire pour aider l'autre à partir du moment où je ne m'aime pas moi-même? C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas assez d'estime de moi, je me sens mal, je ne suis pas bien dans ma peau. Comment ça va se passer? Alors on a beau passer toute la technicité en revue, on a beau passer ce qu'on a commencé à apprendre, ce qu'on a commencé à oublier ou ce qu'on voudrait apprendre, il y a quelque chose de magique dans ces métiers-là et puis dans bien d'autres. C'est que lorsque l'autre arrive, eh bien vous disparaissez. Mais vous disparaissez non pas en tant que personne, vous disparaissez en tant que mal-être. L'autre va devenir le plus important. Et c'est à cet instant-là que vous découvrez que l'autre aussi est une voie de guérison. Parce que finalement, toute votre histoire interne va disparaître au profit de ce que vous allez pouvoir donner à l'autre. Et dans cette dimension, lorsque on est thérapeute, accompagnant ou tout autre métier et que l'autre devient le centre de quelque chose, on s'aperçoit dans un deuxième temps que finalement, l'autre est en train de vous apprendre quelque chose de fondamental. En fait, vous existez, vous avez du sens. Mais ce n'est pas dit comme ça. C'est perçu comme une relation de l'autre à soi qui va nous constituer. C'est quasiment de l'inconscient. Et cette sorte de relation inconsciente va se poursuivre au fur et à mesure de l'autre qui va, entre guillemets, trouver sa voie de guérison. On ne va pas dire qu'il va guérir, mais qui va trouver sa voie de guérison. Et puis, en l'occurrence pour moi, le thérapeute qui est en train de guider et de se construire et de grandir. Et l'amour de soi dans tout ça, ce début-là, cette constitution de l'amour de soi, bien évidemment, elle n'arrive pas comme ça. C'est la conséquence encore de plein de choses. Si on s'attarde un petit peu sur l'histoire du soi, on va s'apercevoir que l'autre a toujours eu sa place. Toujours. Qu'est-ce que c'est que le soi? Ça va être une partie, en fin de compte, du développement personnel, de la naissance, jusqu'à la rencontre avec sa propre différence. Il y a un système qui va se mettre en place assez tôt, lorsque, comme disait Lacan, à 18 mois, il y a le test du miroir. À 18 mois, Lacan nous dit allez, le bébé va regarder le miroir, et puis d'un seul coup, avec la personne avec laquelle il va être, il va découvrir que la maman, souvent, n'est pas le prolongement de lui, mais que c'est un être à part, et que lui aussi existe. Ce qu'on ne sait pas, disait Lacan, c'est qu'à ce moment-là, mais que se passe-t-il à cet instant-là? Est-ce que le bébé va se mettre à rire? Il est content, il se découvre, ouais, c'est super, pas mal. Ou alors, est-ce qu'au contraire, ça va être une crise? Est-ce qu'il va y avoir des pleurs? Parce que plein de choses autour vont constituer ces pleurs. Et à cet instant-là, eh ben, il y a un amour de soi ou autre chose qui va arriver. Alors cette rencontre avec le soi, c'est donc l'autre qui va aussi l'emmener. Et pendant toute notre histoire, l'autre va non pas avoir une interférence, mais avoir une reliance
avec la notion de l'amour de soi. Je reviens sur ce démarrage avec entre l'amour de soi, le nombrilisme, le narcissisme. Qu'est-ce que c'est que toutes ces différences-là? Vous le savez aussi bien que moi, commencer à s'apprécier, c'est déjà s'accepter. La grande complexité de notre vie, c'est que nous avons du mal à nous accepter. Qu'est-ce qui va faire en sorte que nous n'allons pas nous accepter la plupart du temps? C'est le système de comparaison. On a en effet un système de comparaison qui se met en place quasiment systématiquement pour nous faire comprendre que d'abord nous avons une différence et que de cette différence, eh bien, l'autre va pouvoir ou nous enrichir, comme disait Saint-Exupéry, ou tout simplement nous faire du mal. Donc on va avoir un système de protection de par la différence que nous allons représenter avec l'autre. Et cette différence, eh bien, elle va nous emmener une forme de comparaison. La société nous y invite tous les jours, vous l'avez vu dans les journaux, à la radio, sur Internet, sur nos téléphones portables, nos tablettes, nos PC, etc. Nous avons aujourd'hui, par jour, plusieurs milliers d'informations qui viennent se succéder pour nous donner une information liée à notre condition, c'est-à-dire la façon dont nous devons nous comporter. Imaginez qu'il y a 25 ou 30 ans, la charge informative était beaucoup moins importante. Ça ne veut pas dire qu'on avait plus d'estime de soi, de confiance en soi ou d'amour de soi, mais ça veut dire que le message était moins brouillé. Voilà. Il était moins brouillé et aujourd'hui, il nous amène à nous poser beaucoup de questions. Si je n'appartiens pas à telle ou telle sphère, système, si je ne corresponds pas physiquement ou intellectuellement à tel ou tel système majoritaire, eh bien systématiquement, je vais me sentir un petit peu exclu. Ça veut dire que je vais rentrer dans le système de comparaison. Mais j'ai envie de vous dire, comme je l'ai dit à une ou deux personnes aujourd'hui, mais vous êtes parfaits. Nous sommes parfaits. Il n'y a pas à chercher autre chose que ce que nous sommes. Lorsque vous voyez une toile de Picasso, lorsque vous écoutez du Bach ou toute autre chose, lorsque vous voyez un film qui vous transcende d'un réalisateur merveilleux, avez-vous envie à un instant de changer une note de musique, de remettre un peu de peinture ou de modifier une scène? Non. Vous respectez celui qui crée et vous dites c'est parfait. Nous, c'est la même chose. La problématique, c'est que nous ne voyons pas cela comme ça. Nous pensons en effet que la perfection, c'est de nier notre différence, c'est-à-dire notre unicité. Vous êtes parfait, vous êtes unique. C'est ça la bonne nouvelle. Le problème, c'est de vouloir impérativement ressembler à tout le monde pour être différent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la grande confusion. L'idée, c'est de rentrer dans cette perfection et de l'accepter. Mais qu'est-ce qui va nous empêcher d'accepter que nous sommes parfaits? C'est-à-dire que nous sommes totalement adaptés à nous-mêmes. Je ne dis pas au monde qui nous entoure, mais à nous-mêmes. Il y a toujours ce système de comparaison qui va venir. Est-ce que je suis assez, 3 petits points, pour l'autre? Ah, tiens, l'autre revient. C'est bizarre, l'autre. L'autre est encore là, et l'autre va nous envoyer une information, et puis cette information, on va la triturer, on va bien l'interpréter, et puis de cette belle interprétation, on va ensuite en faire une traduction. C'est-à-dire qu'on va s'imaginer que l'autre, en effet, attend de nous quelque chose d'autre que ce que nous sommes. Mais n'oubliez pas, lorsque vous rencontrez quelqu'un, allez, dans une relation, on va dire, amicale, amoureuse ou sociétale, la première des choses, c'est que la personne que vous êtes, si ça colle, c'est parfait. C'est là que tout va bien. Et c'est après que tout va mal. Parce que pour pouvoir conserver une amitié, une relation sociétale ou l'amour, eh bien, il va falloir qu'on pense à se métamorphoser tout le temps. C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'il faut que pour que je reste avec cette personne, quel que soit le lien, il va falloir que je sois quelqu'un d'autre? Et encore une fois, l'amour de soi va disparaître. Essayez de penser qu'une rose, elle ne pense qu'à une seule chose, c'est d'être une rose. Si elle a envie de devenir un jasmin, elle perd sa beauté de rose. Et c'est toute l'originalité de l'être humain. C'est que lui, en fait, sa vocation première, c'est de vouloir en permanence oublier sa propre perfection, c'est-à-dire la part de, entre guillemets, on va l'appeler comme ça, la part de divin qu'il peut avoir. C'est-à-dire, il est parfait d'origine. Non, nous, on va essayer de le modifier en permanence parce que, encore une fois, la société, nos parents, on ne va pas leur taper dessus à chaque conférence, mais parce que nous-mêmes, nous sommes des parents, donc bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on nous a fait, comme disait l'autre.
Mais oui, en effet, on a une part de responsabilité, et puis ils en ont une, et puis tout le monde a une part de responsabilité. Mais il y a un moment où il faut qu'on grandisse, et puis qu'on accepte en effet que malgré le passé qui nous a constitués, on va essayer dans cet instant présent de vouloir changer quelque chose. Et c'est difficile, et c'est très dur. Le changement, c'est quelque chose de compliqué. Par contre, c'est possible. Et c'est cette notion de modification, de comportement, de compréhension de soi qui va permettre à l'individu que nous sommes de commencer la démarche de nous accepter. Très très difficile. S'accepter, ça veut dire oublier de se comparer, comme je disais tout à l'heure, et oublier de penser qu'on devrait être tout autre. C'est-à-dire oublier finalement que c'est d'abord à l'intérieur de soi qu'il faut faire ce travail-là. Vous savez, on le prononce tous et puis on parle de travailler finalement sur soi. Vous avez vu, on parle encore de soi, hein, l'amour de soi. Qu'est-ce que c'est que ce travail sur soi? Alors, comment tu vas? Ça va bien, je travaille sur moi. Bon, parfait. Écoute, super. Et pendant combien de temps? J'ai fait un stage là pendant une semaine, c'est bon. C'est super. Alors, c'est super. Je rigole, mais moi aussi j'en fais des stages. Enfin, j'en propose. Et ils durent aussi une semaine. On travaille sur soi. Mais j'essaie de dire aux gens, là c'est le début. Hein. Là c'est juste quelque chose qui commence. Maintenant il faut y aller. Il faut, ouvrez-vous, essayez de, lisez, rencontrez des gens formidables. Il y en a partout, dans tous les sens. Allez-y. Le travail sur soi, c'est une gageure, c'est accepter donc à la fois notre perfection et notre imperfection. C'est-à-dire, finalement, c'est enlever des choses. Hein. Travailler sur soi, c'est enlever tout ce qui s'est passé quasiment, je ne dirais pas de toxique, mais en tout cas tout ce qui a pu nous polluer entre l'acte de naissance, clac, et encore, on arrive quand même sur Terre aujourd'hui avec une forme d'ADN psychologique, au moins sur plusieurs générations. Et puis on le voit dans certains types de thérapies où c'est très intéressant de confronter justement ces émotions d'aujourd'hui avec des systèmes d'hier. On trouve des réponses. Voilà. Et d'ailleurs, petite publicité, dimanche, il y a quelque chose qui se passe de sympa puisqu'il y a une personne qui va faire des constellations familiales, voilà, pas très loin d'ici. Et puis on va y découvrir, il y a quelques personnes ici qui vont faire les acteurs, je les reconnais, ça va être sympa. Alors, dans cette idée, en fin de compte, du passé du soi, des passés du soi, en effet, il va nous constituer en partie. Et on va s'imaginer que la somme de ce que nous avons été sera difficile à gommer, parce que c'est ce qui va nous constituer. Ça va constituer en effet nos réactions, mais ce n'est pas impossible de les gommer. Bien au contraire, on va pouvoir, à partir du moment où il y a une acceptation de soi, aller vers un peu plus d'amour de soi. On se posera d'ailleurs la question tout à l'heure finalement du bien fondé de cette question. Pourquoi s'aimer soi-même? À quoi ça sert? Est-ce qu'il le faut impérativement et en quoi ça peut nous apporter quelque chose? Donc, on va comprendre ce passé et puis à partir de la compréhension du passé, on va se dire, mais finalement, je sais ce qui se passe pour moi et je vais commencer à mieux m'aimer. Alors, peut-être qu'il y a un siècle, en effet, il était probable qu'on pouvait, lorsque nous découvrions ce qui s'était passé, modifier un système de comportement et puis aller mieux. Aujourd'hui, c'est plus complexe. C'est plus complexe parce que le schéma qui nous constitue, ce que Jung appelle l'inconscient collectif, est beaucoup plus lourd qu'il ne l'était il y a un siècle. Il y a un siècle, par exemple, donc nous sommes en 1916, il y avait très très peu de choses sur la psychologie, la psychanalyse, puisqu'on en était au tout début. Donc il y avait peu de lectures, les praticiens étaient plutôt rares, et donc l'inconscient collectif était en train, en tout cas en ce qui concerne la psychanalyse, était en train de se créer, et donc on était extrêmement attentif à tout cela. Imaginez aujourd'hui, un siècle plus tard, vous avez un magazine comme Psychologie Magazine et plein d'autres qui sont tirés à des centaines de milliers d'exemplaires. Il y a dans tous les magazines, masculins, féminins compris et d'autres, des reportages, des documents, des articles, à la radio, à la télévision, sur Internet. Donc l'inconscient collectif est extrêmement lourd de ce qu'on pourrait croire être des solutions. Non pas que ce qui est écrit est faux, mais entre guillemets, pour certaines et certains d'entre nous, ça ne nous suffit plus. C'est-à-dire que nous l'avons lu et relu et relu, les 7 quelque chose, les 10 quelque chose, les 14 possibilités d'eux, et pourtant, malgré tout,
malgré la capacité que nous avons eue à essayer d'avoir une forme de rigueur, eh bien malgré tout, ça ne fonctionne pas toujours. Parce que notre inconscient collectif va chercher d'autres réponses encore. Parce que l'inconscient collectif va aller chercher des réponses dans le mal-être, la plupart du temps, uniquement dans notre comportement. Ou alors dans notre environnement. Mais pas dans quelque chose qui va être plus profond. C'est-à-dire le fameux amour de soi. Que va-t-il se passer maintenant si on manque d'amour de soi? Vous avez une idée de ce qui peut se passer? Imaginez, vous connaissez certainement quelqu'un, parce que pas vous, mais quelqu'un qui... pas moi non plus, hein, oh là là. Je m'aime énormément, vous n'imaginez pas à quel point. Et en cours, vitrine en cours de travaux, je vais appeler ça comme ça. Et imaginez ce qui peut se passer avec quelqu'un qui va manquer d'amour de soi. Il y a une forme d'agressivité, il y a des doutes sur cette personne, il y a donc une méfiance qui va arriver. Et puis il y a un rendez-vous tragique, je vais l'appeler comme ça, un rendez-vous tragique avec sa propre vérité. C'est-à-dire que cette personne va tout faire pour avoir raison. Parce que oui, l'être humain que nous sommes, il a une fâcheuse tendance à tout faire pour avoir raison. Donc, si nous sommes persuadés que nous ne sommes pas aimables, si nous sommes persuadés que nous sommes trompables, si nous sommes persuadés que nous resterons tout solables toute notre viable, eh bien, nous allons essayer en permanence de prendre ce rendez-vous. Comment on va le prendre, ce rendez-vous? En doutant de l'autre. C'est-à-dire que malgré la bonne intention de l'autre, on va commencer à y voir toute autre chose, parce qu'on a un besoin impératif de se donner raison. Pourquoi on veut se donner raison? Parce que ça nous rassure. Parce que c'est notre identité de départ. Notre identité de départ, c'est quoi? C'est je me suis construit avec l'idée que, par exemple, eh bien, imaginons, les femmes pouvaient tromper, voilà, trahir. Je me suis constitué avec ça, on va imaginer. Peut-être par ma mère ou d'autres personnes, etc. Enfant que j'étais, peut-être abandonné ou autre, on va aller dans des choses un petit peu pas très drôles. Et puis, hop, que va-t-il se passer quand je vais rencontrer donc ces fameuses femmes? Je vais essayer de prendre ce rendez-vous. Donc forcément, elles vont me rassurer au départ, puisqu'elles vont me dire que je suis le plus, peut-être, ceci, cela, etc. Mais moi, au début, je vais les écouter, mais ensuite, je ne les écouterai plus. Parce que je veux mon rendez-vous avec ma vérité. Donc je vais tout faire pour saboter. Je vais faire en sorte d'eux. Pourquoi? Parce que je ne m'aime pas assez pour savoir que je suis, entre guillemets, c'est une plaisanterie comme je le disais tout à l'heure, parfait. C'est-à-dire que je suis totalement adapté à la demande de cette personne. Non, je vais faire en sorte de condamner la relation. Comme je condamnerai une relation amicale, comme je vais condamner une relation de travail, parce qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui s'appelle une sorte de blessure narcissique et qu'on va appeler un bénéfice secondaire. Alors le bénéfice secondaire, c'est quelque chose de très particulier qu'on connaît bien maintenant et qui va faire en sorte, ce bénéfice secondaire, de masquer la réussite. En clair, je prends souvent cet exemple, je suis un homme, je veux passer un concours, j'habite à Toulouse, mais si jamais je passe le concours et que je le réussis, je vais me retrouver muté à Angers. Mince! Je n'ai pas envie d'en parler à ma femme parce que ma femme ne va pas accepter que je vais devoir rester 3 jours par semaine à Angers. Alors dans ma tête se passe quelque chose. Quel est le plus important? C'est le concours. Mais qu'est-ce qui est le plus complexe après le concours? Ça va être en effet d'expliquer à ma femme que je vais partir 3 jours. Je vais donc tout faire pour tenter le concours, mais inconsciemment, je vais mettre en place des mécanismes de défense ou de sabotage à ce moment-là, plus du tout adaptés, et je vais faire en sorte de tout faire pour perdre ce concours, pour ne pas réussir. Et je vais réussir à tout perdre, puisque la peur de dire est bien plus importante que l'envie de réussir. Mais alors ça paraît simpliste, mais en fait ce sont des mécanismes que nous avons la plupart du temps, parce qu'il va manquer le meilleur ami, un des meilleurs amis, pardon, de l'amour de soi, c'est bien sûr l'affirmation de soi. Si on repense à ce monsieur qui voulait avoir ce concours, qu'est-ce qui lui a empêché finalement de parler à sa femme? De dire, écoute, ok pour le concours, c'est important, mais finalement, je vais avoir un mal fou parce que je vais être obligé de rester 3 jours là-bas. Et le problème, la peur de l'affirmation de soi, c'est-à-dire la peur simplement d'entendre quelque chose de désagréable qui pourrait signifier pour lui qu'il n'est pas aimé. Ah, il le prend son rendez-vous et il continue. Non seulement il ne va pas affirmer quelque chose, et en plus il va tout faire pour rater son examen, ce qui fait que lui aura en effet 2 systèmes d'échecs. Le premier, il aura raté l'examen, le deuxième, il aura la frustration d'avoir tellement eu peur de dire quelque chose à sa femme que
automatiquement, la relation entre eux va commencer à prendre beaucoup de plomb. Et c'est comme ça qu'on va prendre les rendez-vous systématiquement, avec en effet la perte de l'autre, parce que c'est la perte de soi au départ. Le problème de cette estime de soi, c'est qu'en fait, il va nous entraîner vers une perte de l'autre. L'autre est encore là, l'autre est très présent. Alors, cette affirmation de soi dans l'amour de soi, on va voir tout à l'heure comment on peut augmenter cet amour de soi, comment on peut essayer de mettre en place une affirmation de soi, une estime de soi un peu différente. D'abord, on va parler des valeurs, parce qu'on a tous des valeurs. Mais bizarrement, ces valeurs, on va les appliquer dans un sens, pas forcément dans un autre. L'amour de soi, généralement, va impliquer ce que j'appelle un aller-retour avec une valeur. On va prendre un exemple. On a tous les mêmes valeurs, donc on va aimer l'honnêteté, on va aimer la loyauté, on va aimer, je ne sais pas moi, tout ce qui va être hanté, la liberté, voilà. On va aimer tout ça. Et puis, on va se dire, mais finalement, quel est mon rapport, si c'est la liberté par exemple, avec cette valeur qui est pour moi la plus importante. Alors en effet, je vais regarder, je vais dire, tiens, je laisse les autres libres. Super. Donc en effet, je suis fidèle à ma valeur. Ah, ça s'appelle un aller. Il est où le retour? Le retour, c'est est-ce que moi je suis libre? Eh oui, est-ce que moi je suis libre? Alors on va parler intellectuellement, on va dire oui, bien sûr, je suis toujours libre d'eux, puis on va s'apercevoir que ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que je ne vais pas oser dire des choses, parce que je ne vais pas aller jusqu'au bout, parce que je vais avoir peur de gêner, et je vais donc perdre l'affirmation de soi, c'est-à-dire que je vais perdre l'estime, estime, valeur, hein, c'est des mots qui se ressemblent, il y a un vocabulaire derrière qui a du sens. Et je vais perdre cette estimation de moi parce que finalement, je vais avoir qu'un aller dans mon rapport avec ma propre valeur. Ça peut être dans l'autre sens aussi. On va imaginer par exemple que j'aime la liberté, mais que je sois libre moi tout le temps, mais que j'emprisonne les autres. Eh bien, bizarrement, je ne serai pas plus à l'aise que ça. C'est-à-dire que j'aurai l'impression d'avoir une force intérieure, mais quelque part, mon rapport aux autres va me déplaire. Et donc, encore une fois, eh bien, ce manque de retour ou ce manque d'aller, je ne sais pas comment l'appeler là, va m'empêcher d'être en estime de moi. Parce que je vais avoir froissé cette valeur fondamentale. Vous pouvez faire la petite mécanique chez vous tout à l'heure et vous essaierez de penser votre valeur, hein, honnêteté, liberté, loyauté, tout ce que vous aimez en thé ou autre, et vous posez la question de savoir, mais est-ce que moi je suis fidèle à ça? Est-ce que vers les autres aussi ça fonctionne? Et vous verrez, il y a des petites choses à rectifier comme ça. L'estime de soi va commencer à monter un peu lorsque l'aller-retour va commencer à fonctionner. Et puis, il y a quelque chose qu'on va ressentir quand on va vouloir un petit peu mieux s'aimer soi-même, c'est la sensation corporelle. Voilà. La sensation corporelle, c'est vous avez toutes et tous fait l'expérience que dans une situation qui vous frustrait, c'est-à-dire une frustration dans laquelle vous souhaitiez sortir, mais vous vous êtes empêché de sortir, eh bien, il y a quelque chose dans le corps qui va se passer. Alors ça peut se passer comme une angoisse, ça peut se passer comme quelque chose comme une tension, comme un énervement, et vous sentez que là, vous n'êtes plus du tout en phase avec vous-même. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous perdre. Vous perdez votre propre cohérence, votre propre cohésion avec vous. Vous vous forcez à faire quelque chose. Et dans cet effort-là, eh bien, vous allez sentir que votre corps va vous parler. Le corps va vous dire « Ok, triche, continue de tricher. » Et il y a un moment où il va falloir que tu changes de posture. Alors vous pouvez être d'accord avec la posture, c'est-à-dire vous pouvez faire un effort, comme on dit. Rappelez-vous comment on appelle ça? Bizarrement, on appelle ça prendre sur soi. Tiens, il est encore là le soi. Et puis il y a l'autre aussi. Donc on va prendre en fin de compte sa frustration sur soi. En gros, ça veut dire ça. Si on est clair entre nous, on va dire que l'effort qu'on fait, c'est peut-être parfois pour faire plaisir, pour ne pas être en déplaisir avec l'autre, mais on va prendre ça. Alors quand c'est consenti, quand c'est dans un but, encore une fois, social, amoureux, familial, tout va bien. Mais quand on n'ose pas, c'est-à-dire quand on n'est pas totalement dans le respect de soi, dans l'amour de soi, ça va devenir plus complexe. Parce que là, on va faire du mal à ce corps, et ce corps va de plus en plus intégrer
s'imprégner de cette douleur. Et puis bizarrement, vous l'avez peut-être remarqué, mais parfois vous pouvez retrouver des gens, entre guillemets, c'est un grand mot, toxiques, mais parfois ils le sont. Et puis d'un seul coup, à l'approche même, ou à l'idée même que demain, il y a Jean-Michel qui vient ou Géraldine, il y a quelque chose qui se passe dans votre corps. Et vous vous posez la question. Parce que cette information, ça y est, elle commence à être enregistrée. Ça fait plusieurs fois que votre corps vous exprime des choses, et puis vous conservez. Vous ne bougez pas, vous ne changez pas, vous ne vous respectez pas, vous ne vous aimez pas. Et là, le corps continue de vous parler. Jusqu'où ça pourrait aller? Je pense que ça pourrait aller relativement loin, finalement, dans tout ça. Alors, si on se respecte, si on commence à s'adapter à soi, on va le dire comme ça, il y a quelque chose qui va arriver. Alors, est-ce qu'on va l'appeler l'amour de soi tout de suite? Non, on va l'appeler autrement. C'est un petit peu comme, vous savez, cette dame dont je vous parlais au tout début, là, cette dame qui s'était assise juste à côté de l'autre. En fait, on va commencer à être un ami pour soi. Ça va être là. Avant d'avoir de l'amour de soi, on va commencer à être un ami pour soi. Un ami pour soi, c'est quelqu'un qui va commencer à nous parler gentiment. Combien de fois on se parle bien dans une journée? Oui, vous avez raison. Vous avez raison. On n'aime pas ça, hein, se dire ouais, super, je suis content de moi là. Ouais, c'était bien. Oh non, on n'aime pas du tout. Non, nous, ce qu'on veut, c'est un regard critique sur nous, qu'on va appeler objectif et lucide, hein, bien sûr, toujours. Et après cette critique objective et lucide, toujours, on va essayer d'évoluer. Hein, c'est-à-dire qu'on va envoyer une information rigide à notre cerveau en disant, allez, maintenant, il faut changer. Voilà. Les techniciens du cerveau nous disent, ça ne va pas marcher comme ça. Votre cerveau, il a besoin d'une forme de plasticité. Et cette plasticité, en fait, il en a besoin pour pouvoir changer quelque chose. Si vous envoyez une information, vous allez rigidifier tous vos petits capteurs à l'intérieur, les neurotransmetteurs, et ils ne voudront plus changer quoi que ce soit. Donc en fait, plus vous allez rigidifier la pensée, la petite voix à l'intérieur, moins vous allez pouvoir modifier quelque chose à l'intérieur de vous. Donc en gros, plus vous allez vous parler durement, moins ça va fonctionner. D'où l'émergence, la floraison de plein de techniques aujourd'hui à base justement de relaxation et de tout le reste. Et puis la science nous dit il n'y a pas très longtemps, la méditation c'est bon pour la santé, vous avez le droit d'y aller. Donc du coup les gens disent maintenant je peux méditer, c'est génial. Et puis il y a des gens qui travaillent là-dessus et qui font, c'est vrai, beaucoup de bien, comme par exemple le psychiatre Christophe André ou d'autres personnes qui amènent en effet ces idées-là aujourd'hui. Alors il le dit lui-même, hein, en fait lui il est très médiatique, Christophe André. Mais en même temps, il y a très très peu de praticiens en France qui pratiquent la méditation dans les hôpitaux ou les cliniques, très très peu. Mais bon, la médiatisation, pardon, ça sert à ça, ça sert justement à emmener, pourquoi pas, quelque chose qui va se transmettre. C'est l'idée en tout cas. Donc en effet, pour pouvoir un peu mieux s'aimer soi-même, devenir un petit peu son meilleur ami, il va nous falloir nous parler un peu plus agréablement. Mais alors quel effort, hein? On vient majoritairement d'une société où on nous dit il ne faut pas se plaindre, il ne faut jamais dire qu'on a mal, il faut souffrir en silence. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça qui viennent. Et puis, il ne faut pas s'écouter. Alors, moi j'ai envie de vous dire, mais comment on peut s'entendre si on ne s'écoute pas? C'est une drôle de question, non? En fait, si on ne s'écoute pas, on ne s'entend pas. Voilà. Dans un couple, vous avez déjà essayé, dans une relation amicale, si vous n'écoutez pas l'autre, il y a de fortes chances, ou de risques plutôt, que vous ne vous entendiez pas. Là, ça va être la même chose. Tous les jours, vous vous parlez, vous vous dites des tas de choses que vous ne voulez pas entendre, auxquelles vous ne voulez pas répondre. Et vous dites, on verra plus tard, on verra plus tard. Et ces plus tard deviennent des choses extrêmement rigides, et ensuite, il vous faudra faire des choses draconiennes pour pouvoir les modifier. Moi, j'ai envie de vous dire, essayez de vous écouter un petit peu plus. L'idée n'est pas de se plaindre. L'amour de soi, ce n'est pas une plainte comme ça, permanente. Ce n'est pas un amour tragique, un amour déchu, non pas du tout. C'est au contraire un amour vivant de soi. C'est-à-dire, c'est une connexion au rire, à la joie, à une source qui est à l'intérieur de nous, qu'il faut qu'on réactive, qu'on réanime. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est de pouvoir aller dans cela. Donc, commencer à se parler un petit peu mieux pour pouvoir finalement amener cette source de joie. Un petit pas de franchi en plus, voilà.
Puis après, alors une fois qu'on s'est bien occupé, qu'on est devenu un petit peu l'ami de soi, on va aller à la découverte de quelqu'un qui habite en nous depuis très longtemps, qui a 3-4 ans à peu près. Et lui, c'est celui qu'on appelle, vous savez, le fameux enfant intérieur. Voilà. Alors bon, chacun a sa vision de l'enfant intérieur. Je ne vais pas vous donner la mienne, mais une que j'aime bien. Voilà. Pour moi, l'enfant intérieur, c'est cette personne qui a 3-4 ans et qui va donc envoyer des émotions permanentes. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cet enfant intérieur quand il a ses émotions, quand nous avons nos émotions? Nous ne sommes pas dans un monde d'adultes quand nous avons nos émotions. Donc, on va envoyer un petit peu au casse-pipe cet enfant intérieur. Qu'est-ce qui va lui manquer à cet enfant intérieur? Il va lui manquer une mère intérieure et un père intérieur. Alors imaginez simplement que lorsqu'à l'intérieur de vous commencent à monter ces systèmes émotionnels qui nous dépassent, qui vous dépassent, parce que vous avez le sentiment de ne pas être comprise, de ne pas être compris, ou vous ressentez en vous une forme de culpabilité, ou toute autre émotion qui vont enlever l'énergie à l'intérieur. Cet enfant intérieur est en train de s'exprimer. Il s'exprime parce que quelque chose lui a manqué il y a très longtemps. Alors qu'est-ce qu'il va nous falloir faire? On va aller créer une mère intérieure. Imaginez par exemple, quand vous n'allez pas bien, vous imaginez que vous convoquez cette mère intérieure. Alors, pas forcément celle initiale, parce que peut-être que sans le savoir, elle n'a pas fait ce que vous attendiez d'elle. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que finalement il y a cet état émotionnel. Alors vous allez la créer pour vous. C'est magique. On a une pensée magique, on va créer cette mère intérieure. Voilà. Alors comment elle est? Je la vois blonde, brune, rousse. Elle est comment? Elle est super, elle est en pleine forme, elle est dynamique et puis surtout elle est à l'écoute, elle est bienveillante. Alors quand je ne vais pas bien, elle vient me voir et puis elle me dit mais non Pascal, tu sais, je t'aime. Tu es un garçon bien, je ne vais pas t'abandonner, etc. Alors elle me prend dans ses bras et puis je me sens bien, etc. Et puis on parle tous les deux et puis elle m'accompagne un peu et puis par contre il va me manquer quelque chose et qu'il va me manquer celui qui va me dire n'aie pas peur. Vous n'allez pas envoyer votre enfant de 3 ou 4 ans par exemple aller négocier un prêt dans une banque. Non. C'est vous en tant qu'adulte, on faudrait peut-être essayer, des fois c'est peut-être bien, je ne sais pas. C'est vous en tant qu'adulte ou quand vous étiez peut-être, je ne sais pas, jeune ado, etc., c'était votre père qui disait « Attends, on va y aller tous les deux, on va aller au Crédit Lyonnais, j'y suis depuis 113 ans, et tu vas voir, je connais bien le machin, etc. » Ok, et vous alliez au Crédit Lyonnais, votre père était depuis 113 ans. Et à cet instant-là, oui, en effet, quand les émotions arrivent, quand vous dites je ne me sens pas capable de dire non, de changer de boulot, de changer de vie, etc., vous allez invoquer ce père intérieur et vous allez le fabriquer aussi. C'est lui qui va vous sortir, c'est lui qui va vous montrer un chemin et qui va vous enlever une peur, parce que lui, il est là et il a confiance en vous, il va vous encourager. Alors vous savez, un père encourageant n'est pas forcément un père qui va dire bien, pas bien. Ça s'appelle de la validation. Donc c'est bien, c'est pas bien, j'ai bon, j'ai pas bon. C'est pas tout à fait comme ça. Moi je vais le dire à ma façon. Je vais le dire, ce que j'aurais aimé entendre finalement, c'est tu fais de ton mieux, je crois en toi, je t'aime, je suis là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une main sur l'épaule. Et la main sur l'épaule, c'est une présence. Et c'est ça le Père pour moi. Le Père, c'est une présence. Et cette présence, on va l'invoquer à un moment donné. Et c'est elle qui va nous aider, finalement, à pouvoir dépasser les obstacles. Un obstacle, finalement, c'est quoi? C'est juste une prise de parti sur la réalité. C'est-à-dire qu'on va enfin rencontrer quelque chose qui va nous rendre éveillés. Voilà, paf, on rencontre quelque chose. Les bouddhistes qu'on aime bien nous disent c'est très très bien d'aimer vos amis, mais essayez de faire un effort, essayez d'aimer vos ennemis. C'est eux qui vont vraiment vous expliquer les plus importantes choses de votre vie. C'est eux qui vont vous emmener les émotions. Parce que aimer quelqu'un qui vous aime, c'est super, c'est un bon début. Mais ensuite, avoir la capacité de pouvoir apprendre entre guillemets, de l'ennemi, c'est-à-dire celui qui va nous bousculer, celui qui va nous rendre comme ceci, qui va montrer nos faiblesses sans qu'on s'en rende compte. Là, c'est un autre sport. Alors, cette dynamique de l'amour de soi, il y a quelque chose qui va se passer à cet instant, c'est que le Père, en effet, il va nous prendre par la main et il va nous montrer le chemin. Comme un guide. Vous savez, un guide, c'est quelqu'un qui est allé quelque part
qui sait où il faut passer pour aller plus vite, pour ne pas tomber, qui revient et qui dit bah tiens, allez hop, on va aller par là. Et tu vas voir, c'est un peu plus court, c'est un peu plus facile. Donc, on va essayer d'invoquer, de convoquer le père et la mère intérieure. Et donc, petit à petit, eh bien, en effet, ça va nous aider pour, allez, on va dire le mot, pour le soigner, cet enfant intérieur qui est là, qui est présent, qui en permanence est en train d'appeler au secours, parce que lui, il est dans le système émotionnel. Encore une fois, lorsque cet enfant intérieur, donc ces émotions nous submergent, ben on est au milieu des adultes, et les adultes ne peuvent pas forcément donner une réponse à cet enfant qui pleure ou qui a besoin d'aide. Donc, on va créer nos propres systèmes de parents autour de ça. Alors on continue encore, on va développer encore l'amour de soi, et puis il y a un moment, on va se poser cette question finalement. Mais en quoi c'est bien et en quoi c'est important, en quoi c'est urgent d'avoir de l'amour de soi? Est-ce qu'il y a une impérieuse nécessité à avoir de l'amour de soi en permanence, ou cette recherche, cette quête-là? Si on regarde par la petite fenêtre bouddhiste, encore une fois, ils ne vont pas nous dire autre chose, mais ils vont le dire autrement. Voilà. C'est un petit peu ce que je vous disais au milieu. Je vous disais finalement que quand on est centré sur l'autre, centré, ça ne veut pas dire qu'on va l'étouffer, hein, mais quand on a en point de mire l'autre, c'est-à-dire quand on a une forme de bienveillance, quand l'autre existe, il y a quelque chose qui va se passer, les bouddhistes appellent ça la compassion, c'est-à-dire qu'il y a l'autre qui va prendre une place, et cette place-là, l'acte de pouvoir l'aider, en tout cas, vous savez, cette belle formule qui est de dire « mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que tu ailles bien ?» quelque part, eh bien, va faire en sorte que la problématique du soi, elle va disparaître. Et on va s'apercevoir que finalement, cette grande curiosité que nous avons de nous-mêmes, ce grand intérêt que nous avons de nous-mêmes, parfois un peu trop, il vient du fait que nous ne mettons pas forcément l'autre en face de nous. En fait, nous avançons seuls. C'est pour ça qu'au départ, je vous disais, l'amour de soi, finalement, c'est la révélation de l'autre. C'est-à-dire que c'est l'autre qui nous révèle à nous-mêmes. Quelquefois, les gens disent, mais ah oui, c'est vrai que les ermites, les moines, les bouddhistes, etc., c'est facile pour eux parce qu'ils s'en vont dans la montagne et puis ils n'ont pas de problème, il n'y a pas l'autre. Donc c'est très simple, hein. Ils peuvent s'aimer soi-même, tout est tranquille, il n'y a pas l'autre qui vienne les gêner, comme ça, les déranger. Mais imaginez un bouddhiste, un moine, ou toute autre personne qui décide de faire ce type de retraite extrêmement prolongée. Croyez-vous qu'il n'éprouve aucune sensation, aucun désir, aucune peine, aucune émotion? Et avec qui les partage-t-il? Avec personne d'autre que lui-même. La souffrance est exactement la même à cet instant que lorsque nous sommes au milieu des autres qui nous bousculent, qui nous déracinent. C'est la même souffrance, sauf qu'il n'y a pas de partage. Et c'est là, ce n'est plus un travail avec soi, c'est un travail en soi. C'est-à-dire que nous sommes dans une forme là de profondeur. Il y a un unique objet qui va être en effet le reflet de soi à soi. Donc, j'ai le sentiment qu'il est beaucoup plus simple de pouvoir vivre nos souffrances au milieu de tous que d'essayer à l'intérieur de nous-mêmes de régler la problématique dans notre solitude. Et je vous dis ça parce que la plupart du temps, donc, nous ne voyons pas l'autre. Nous avons l'impression que la seule façon de pouvoir régler nos problèmes, c'est de nous éloigner de l'autre. Vous savez, comme on dit, hein, attends, on se revoit tout à l'heure, je vais évacuer. Alors évidemment, ça peut être une idée force pour pouvoir ne pas exploser de colère devant l'autre. Mais c'est aussi quelque chose qui dit finalement, il n'y a pas le partage à cet instant-là. Il y a quelque chose qui est d'un autre ordre. Il y a un retour à soi. Il y a un retour à soi. Il y a un oubli de l'autre. Parce que la plupart du temps, vous l'avez remarqué, moi non, mais c'est l'autre qui va déclencher en nous quelque chose. C'est l'émotion que l'autre va nous susciter quelque part. Le dérangement occasionné. Excusez-moi du dérangement, je vis avec quelqu'un d'autre. Et cette gêne-là, cette difficulté à vivre, elle va nous entraîner sur un autre plan, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on accepte de vivre avec l'autre. Encore une fois, en société, en couple, au boulot, dans les loisirs. Vivre avec l'autre dans cet instant-là, c'est
accepter la partie de soi. Vous êtes parfait, nous sommes parfaits. Alors, qu'est-ce qui va faire que là, à cet instant-là, alors qu'on a travaillé sur soi, qu'on a essayé de faire, je dirais, un grand pas vers l'amour de soi, l'autre va encore être le problème. Qu'est-ce qui va faire encore que ça? Ça va encore, hop, créer des éclairs comme ça. Parce que la construction n'est pas terminée, parce qu'il manque quelque chose pour mettre, allez hop, chut, sur le toit, ce fameux vivre avec l'autre. On va créer une construction de soi, on va se dire voilà, moi je sais que maintenant je vais réagir comme ça, j'ai décidé que j'allais faire ceci, j'allais faire cela, et puis soudain, il y a le grand révélateur qui est l'autre qui va tout foutre en l'air. Parce que malgré nos grandes promesses, malgré nos grandes décisions, les fameux plus jamais ou les toujours, là on est des grands spécialistes, eh bien on va quand même déraper, encore une fois de plus. L'autre va être là dans sa splendeur quotidienne et puis il va nous titiller. Alors comment on va faire pour pouvoir accepter tout ça? En fait, c'est peut-être qu'on s'est un peu trompé de route, voilà, finalement. Tout ça pour dire qu'on s'est peut-être un petit peu trompé de route. Et la construction du soi, moi j'ai envie de dire que c'est beaucoup plus la construction avec l'autre qui m'importe, qui est importante dans cette démarche. Et que la révélation du soi, elle se fait avec ce que nous envoie l'autre. Toute notre vie, on est conditionné par l'autre, de la naissance jusqu'à la mort. La plupart du temps, même lorsque certaines personnes envisagent la mort, ils pensent à l'autre, celui qui va rester, celui qui va souffrir. Ça veut dire que le conditionnement, en effet, il est lié à l'autre. Et la dépendance que nous avons avec l'autre, eh bien, c'est de cela que va naître notre propre liberté intérieure, c'est-à-dire la capacité que nous aurons à nous aimer nous-mêmes. En effet, il y a quelque chose qu'on n'aura pas réglé à cet instant-là, c'est la dépendance que nous allons créer avec l'autre. Même si nous avons travaillé sur nous-mêmes, comme on le dit, même si nous avons essayé de nous construire, eh bien la conséquence n'est pas systématiquement l'indépendance de l'autre. Parce qu'il se trouve que nous donnons à l'autre une place que peut-être il ne veut pas, dont il n'a pas besoin. Mais cette notion-là, ce manque-là, on va le créer quand même. Et on va avoir besoin que l'autre, comme je disais tout à l'heure pour le père ou la mère, nous valide. Même si nous avons fait ce travail sur soi, on va avoir besoin que l'autre soit un petit peu je ne vais pas dire le juge de paix de ce que nous avons fait, de notre travail sur soi, mais quasiment. Il va y avoir donc une dépendance qui va se créer à ce moment-là. De cette dépendance va naître un rapport qui va se reconsidérer. C'est-à-dire qu'on va revoir un petit peu les racines même de la relation. Parce qu'il va y avoir un besoin encore marqué de dire mais comment finalement je vais pouvoir aimer l'autre, avoir une relation, comment je vais pouvoir aller au travail sans avoir cette notion de dépendance. C'est-à-dire comment je vais pouvoir me libérer finalement d'une relation avec laquelle je souhaite avoir quelque chose de fort, mais finalement dont je me sens totalement tributaire. La peur de ne pas être aimé. La plupart du temps, c'est quelque chose que nous masquons, mais qui est quand même là, très forte. Qu'est-ce qui fait par exemple qu'on peut rester très longtemps avec quelqu'un en sachant que cette personne n'est pas faite pour nous, mais pourtant, il y a quelque chose, malgré la difficulté, qui nous fait tenir, c'est la peur de ne plus être aimé. Et cette peur de ne plus être aimé, elle va agir comme étant un facteur déclencheur d'une faille d'amour de soi, d'une faille narcissique. On nous apprend depuis la toute petite enfance qu'il faut être raisonnable, gentil, obéir, et que c'est très important, c'est comme ça qu'on va être aimé. Puis vous le savez, quand on rentre dans une autre partie de la vie, eh bien ça ne marche pas du tout. Si on obéit trop, on disparaît. Si on travaille beaucoup, on n'est pas forcément reconnu. Et puis, c'est pas pour autant qu'on va être aimé de l'autre. Alors, on va avoir une peur, parce qu'on n'a pas de réponse à apporter la plupart du temps à cette souffrance. C'est-à-dire, comment ne pas être aimé de l'autre, c'est une souffrance. Comment accepter de ne pas être aimé de l'autre, c'est une souffrance qu'on va mettre en place. Et cette souffrance, on va la régler parce que, petit à petit, avec la construction et l'amour de soi, parce qu'on va voir que c'est un leurre. En fait, la plupart du temps, nous pensons que nous ne sommes plus adaptés à la société, mais en fait, ou à l'autre, alors qu'en fait, le problème, c'est que nous avons mal jaugé le départ. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'adaptation impossible, il y a juste une erreur de jugement. Et le problème de l'erreur de jugement,
c'est qu'elle se fait quasiment à la construction même, au bout de 5 ans, 8 ans, 10 ans. On a 5 ans, 8 ans et 10 ans, et la construction même de l'idée qu'on doit plaire à l'autre, elle est là, elle est enracinée. Alors il va falloir qu'on travaille sur soi à nouveau, comme on disait tout à l'heure, pour pouvoir enlever cette idée-là. Cette idée forte qu'on peut vivre avec quelqu'un sans être dépendant, même dans une relation de travail, même dans une relation sociale, qu'on peut dire non à quelqu'un, qu'on peut avoir une capacité à pouvoir s'affirmer sans pour autant perdre la relation. Et c'est quelque chose qui est une des plus grandes difficultés de la relation avec l'autre, c'est que l'amour de l'autre, on va essayer de le faire, en fait, de le préserver au-delà même de ce que nous sommes capables de vivre. Donc, l'amour de soi, là, c'est pas tellement l'amour de soi dont on va parler à ce moment-là. C'est beaucoup plus la peur de ne pas être aimé. Et dans toute notre construction, eh bien, en filigrane, comme derrière l'autre, la peur de ne pas être aimé va être un des déclencheurs même de nos systèmes de comportement. Alors, on va pouvoir évidemment s'émanciper à partir du moment où un climat de confiance va arriver. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, la confiance vient à partir de l'instant où la défiance part, c'est-à-dire où on va commencer à lâcher, on va commencer à ouvrir et se dire que finalement, rien n'est grave en face, que l'autre, tout autre, qui nous comprend, qui peut nous accepter, n'est pas forcément l'ennemi de départ, c'est-à-dire celui qui est tellement différent qu'il nous arrive pas, qu'il ne peut nous comprendre. Là, on va ouvrir quelque chose, on va lâcher prise, comme on dit aujourd'hui, dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on va permettre à l'autre d'avoir sa propre place. La plupart du temps, on va lui empêcher d'avoir sa place parce qu'on a tellement peur de perdre la nôtre, c'est le combat. C'est le combat dans la société, dans le travail, dans l'amitié, dans l'amour, bien sûr, c'est cette espèce de rapport avec l'autre, comme cela. Alors on va espérer, on va dire, on va permettre à l'autre d'avoir toute sa place, et nous on va pouvoir se libérer comme cela. Alors, quelle heure il est? Voilà, ça fait une petite heure. Encore 2-3 petites choses, je ne vais pas regarder les notes, mais vous avez trop chaud peut-être, hein? Non, ça va? Bon. Je regarde, ça me rassure toujours, mais je ne sais plus trop. Voilà. C'est à peu près ça. Deux petites choses avant de... Si vous avez quelques questions. On parle souvent de l'amour de soi dans les relations avec l'autre. Et puis on dit, bon ben voilà, encore une fois, hein, pour être en couple ou pour être avec l'autre, il faut essayer de s'aimer soi-même. Et puis ensuite, l'autre va, hop, prendre la même trajectoire. Et en fait, ce n'est pas tout à fait ce qui va se passer. Dans un rapport à l'autre, il y a quelque chose de bancal qui peut arriver. Quelque chose de bancal, c'est quelque chose qui va être de l'ordre de la réparation. On le voit dans une relation de départ, permettre par exemple à l'autre d'aller mieux, c'est-à-dire prendre l'habit de l'infirmière, du psy, de la psy, etc., ou de tout le reste, ne va pas créer forcément l'amour de soi chez l'autre, mais va nous donner un rôle. C'est le fameux triangle que vous connaissez, hein, entre le bourreau, la victime, hein, et puis ensuite le sauveur. Hein. Tout ça, ça va tourner en permanence parce que, en fait, imaginez le rôle du sauveur au départ qui a l'impression donc d'avoir l'amour de soi pour pouvoir donner l'amour à l'autre. Donc le sauveur arrive, rencontre la victime dit merci, ça va beaucoup mieux maintenant. Ensuite, le sauveur qui adore entendre qu'il est formidable va continuer de vouloir entendre qu'il est formidable, sauf que la victime va beaucoup mieux, donc elle a beaucoup moins le désir de dire qu'il est formidable, et d'un seul coup, le sauveur va avoir l'impression que la victime d'avant devient le nouveau bourreau d'aujourd'hui. Hein, puisque forcément, cette fois maintenant, la victime d'avant lui fait du mal, puisqu'il n'y a plus les fameux « tu es merveilleuse, tu es merveilleux », etc., etc. Donc, cette relation de réparation, alors qu'au départ, on a l'impression évidemment qu'on est en train de constituer l'amour de soi, l'amour de l'autre, va être un leurre. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, dans une relation qui dure depuis quelque temps, si l'un glisse, l'autre ne va pas le sauver. On n'est pas du tout dans cette configuration-là. On est dans une approche de démarrage de relation dans laquelle, en effet, on pense qu'il
il nous faut systématiquement avoir un rôle. Et ce rôle, on croit au départ qu'il va constituer l'amour de nous et l'amour de l'autre. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous avons l'impression que pour pouvoir être aimé, il nous faut avoir un rôle à jouer. Et c'est le début, en effet, du travail de ce fameux triangle qui va nous perdre un petit peu, puisque systématiquement, on va rencontrer des gens dans notre vie avec lesquels on aura l'impression d'avoir joué toujours le même rôle, et puis on aura toujours ce même mot, oui, moi j'ai fait tout ça, mais l'autre, finalement, ne fait rien pour moi. C'est-à-dire qu'il va y avoir en plus de l'esprit du sauveur, l'esprit du sacrifice qui va se mettre en place. C'est-à-dire, quelque part, vous avez compris, hein, le sacrifice, c'est quoi? C'est la perte de la valeur de soi. Je vaux rien, puisque moi j'ai tout fait pour l'autre, j'ai pas de reconnaissance, la fameuse reconnaissance, et en même temps, l'autre ne me donne pas de valeur, puisque ce que j'attends, il ne me le donne plus. Donc imaginez, la construction de l'amour de soi n'existe quasiment plus. Là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, le démarrage de quelque chose comme une relation amicale même, lorsque c'est un système de réparation qui va se mettre en place, c'est plutôt complexe. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire que là, il y a beaucoup de travail sur soi, comme on disait tout à l'heure. Il y a un grand challenge à mettre en place, si je puis dire. Et puis ça va se répéter, parce que avant de ne plus vouloir être le sauveur, il nous faudra de nombreuses années. Parce que ce rôle est quand même un rôle extrêmement confortable au départ. Il y a un grand confort à arriver comme une princesse, une fée ou un chevalier blanc, et dire que grâce à nous, on a la capacité de faire du bien à l'autre. Combien de fois une relation commence avec l'idée de dire oui, il ne me convient pas tout à fait, il y a ça qui me dérange, mais avec moi, ça va changer. C'est-à-dire que l'amour que j'ai pour lui ou l'amour qu'il a pour moi va faire que tout va se modifier, etc. comme ça. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Comme on dit souvent, si vous aimez quelqu'un au départ qui est carré et qu'il est rond, prenez d'abord un carré, n'essayez pas de faire un carré avec un rond. Il y a plein de carrés partout si vous aimez les carrés, il y a plein de ronds partout. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver la personne totalement parfaite à nous, mais celle au moins qui va avoir le plus de points communs, quelque part. Sinon, en effet, le fameux amour de soi va être encore touché. Et là, on va perdre cette estime et cette confiance et cet amour de soi. Parce qu'on va avoir l'impression qu'on est abonné systématiquement au même type de rencontre, au même type de lien, au même type de relation. Et au lieu d'imaginer qu'il y a une problématique narcissique profonde qui date d'il y a très longtemps, on va penser encore une fois qu'on n'est pas adapté, on n'a pas de chance, que quelque chose est en train de se passer en nous et que systématiquement on va rencontrer que des gens comme ça. Et c'est toute l'idée de l'amour de soi. Je crois que, au fond, c'est avant tout la connaissance de soi. C'est-à-dire que, au-delà de vouloir s'aimer, ce qui pourquoi pas est une très bonne idée en soi, si je puis dire, il y a l'idée de la connaissance de soi. Qu'est-ce qu'on peut bien faire comme amour pour soi si on n'a pas une idée de qui nous sommes? Comment ça peut fonctionner? Sur quelle couche on va mettre l'amour de soi si nous ne savons pas qui nous sommes? Pour savoir qui nous sommes, je dirais, c'est pas comme sur un CV. Vous savez, un CV, vous le regardez et puis vous dites à quelqu'un, alors qu'est-ce que tu veux faire? La personne regarde son CV et dit, écoute, voilà, je sais faire ça, donc je vais aller faire ça. En gros, la plupart du temps, lorsque nous voulons savoir pourquoi nous sommes faites ou faits, nous regardons notre CV. C'est-à-dire qu'en fait, on répète encore les mêmes choses qu'avant, et puis on dit encore que, bon, c'est pas terrible, mais je vais continuer comme ça. C'est un petit peu la même histoire. C'est-à-dire qu'en fait, la connaissance de soi n'est pas forcément la façon dont nous avons vécu ou réagi tout au long de notre vie. Parce que peut-être que ça a été faussé par des ancrages profonds, peut-être que ça a été faussé par, finalement, on va dire des empreintes, qu'elles soient familiales, amicales ou traumatisantes, d'autres contextes. Non, on va essayer de se connaître un petit peu mieux. Allez, à quel moment, par exemple, le temps passe un peu plus vite? Tiens, s'il n'y avait plus rien, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qui je suis au fond? À quel moment j'ai le ressenti de quelque chose qui me transporte? Je vais me poser toutes ces questions-là. Et puis finalement, on va avoir des réponses qui à chaque fois seront accompagnées d'un magnifique
petit lot de 2 mots qui s'appellent oui, mais. Chaque fois que vous toucherez l'idée même que vous êtes en train de toucher à la source de qui vous êtes, vous allez voir que, hop, les deux arrivent, Jean-Pierre oui, Michel mais, et clac, et vous disent oui, mais. Et ils vous ramènent à une forme de ce que vous croyez être la réalité, c'est-à-dire je ne suis pas capable. Tiens, c'est bizarre, on revient encore sur ces histoires d'estime de soi, d'amour de soi, etc. Et si on le prend à l'envers, on peut comprendre que finalement, les oui mais correspondent à nos peurs majeures. En fait, tout à l'heure, on a parlé du bénéfice secondaire, c'est que se passerait-il de grave si je réussis, en gros. Mais derrière, il y a aussi d'autres choses. Comme disait la très belle introduction donc, au discours inaugural de Nelson Mandela, nous avons bien plus peur de réussir que d'échouer. Parce que quand on réussit, on devient quelqu'un de grand. Et quelqu'un de grand, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vous êtes parfait. Ça veut dire qu'on ne peut plus regarder sur les côtés pour dire que c'est à cause de l'autre ou à cause du passé, à cause de tout ça. Il y a une prise en compte de notre émancipation, de notre autonomie. Donc, accepter et faire partir un peu le oui mais dans nos propres considérations de connaissance de soi, c'est accéder enfin à notre propre liberté. C'est faire un pas vers cet adulte intérieur qui enfin aura rencontré sa mère, qui l'aura conforté, qui aura enfin rencontré son père, qui l'aura guidé, et enfin, cet adulte intérieur va pouvoir dire ben ok, je vais assumer ma propre liberté, c'est-à-dire que je vais assumer mes choix. Mes choix vont être assumés parce que je vais enfin pouvoir agir, sans le oui mais. Le oui mais, c'est la barrière absolue. J'aimerais bien faire ça, oui mais je ne peux pas, j'ai pas le temps, oui mais j'ai pas assez d'argent, oui mais il y a ceci, oui mais il y a cela. Et on va vivre comme ça, dans l'inconfort confortable, si je puis dire, une grande partie de notre vie. Et puis ensuite, à la fin de notre vie, ou quand le soir va se pointer, on va avoir des formes de regrets. C'est-à-dire qu'on va en effet essayer d'aller dans un temps que nous ne pourrons jamais changer avec notre fameux... Ça vous dit rien? C'est notre fameux rendez-vous. Vous vous rappelez de notre rendez-vous, celui qu'on a pris au tout début de la petite causerie tout à l'heure? On a dit qu'on avait forcément un rendez-vous avec ce que nous croyons être notre vérité. Et bien il est là ce rendez-vous. En fait, le oui mais, la peur d'être nous-mêmes, la peur de la connaissance de soi, ça va nous donner ce fameux rendez-vous avec j'ai raison. Et oui, parce que au tout début de notre existence, il y a des gens qui nous ont dit des choses, des gens importants. Ils nous ont par exemple dit mais toi tu réussiras pas, ou toi on t'écoute pas, ou ils nous ont dit plein de choses comme ça. Puis c'est bizarre, on n'est pas d'accord avec eux, mais alors qu'est-ce qu'on va les croire quand même? Qu'est-ce qu'on va faire en sorte toute cette vie de finalement dire qu'ils avaient raison? Ah, on m'a dit que j'étais autoritaire quand j'étais petit. Ben, bizarrement, je vais la continuer cette autorité, jusqu'au bout. Et puis après, je vais dire même qu'à cause de l'autorité, ben, je n'ai pas pu faire des choses, que c'est à cause de ça. Alors je vais dire que c'est à cause de mon père, à cause de ma mère, et puis finalement, eh bien, je vais voir qu'il y a une perte d'autonomie de moi. C'est-à-dire que je vais véritablement penser que parce que j'ai été construit comme ça, parce que j'ai été programmé comme ça, eh bien, plus jamais je pourrai m'en sortir. L'idée du travail intérieur, psychologique, psychanalytique, sur soi, du développement personnel, de tout ce que nous pouvons dire ensemble, est l'idée qu'il n'est jamais trop tard. Bien sûr que c'est difficile. C'est extrêmement difficile, c'est ce que je vous disais au tout début. Et il n'est jamais trop tard. Je n'ai pas dit « mais il n'est jamais trop tard ». Je dis « il n'est jamais trop tard ». Il n'est jamais trop tard pour avoir l'idée même de notre autonomie, de la connaissance de soi, et donc par là, de l'amour de soi. Alors avant de vous remercier pour votre écoute, d'avoir supporté la chaleur, tout le reste, je vous raconte une petite histoire qui m'est revenue tout à l'heure, parce que j'aime bien me souvenir d'histoires comme ça. Puis je me dis, mais est-ce que dans ma vie, finalement, il y a eu une histoire dans laquelle il y avait l'amour de soi? Alors, je l'ai remonté il y a quelques années, en fait. Il y a un peu plus de... Il y a 25 ans, j'avais bon, j'étais dans les entreprises, voilà, j'étais dans la presse, j'avais quelques petites boîtes, etc. Et puis, j'avais une boîte de stockage.
Vous baissez le truc, c'est ça, hein? Ouais, ouais. Il fait chaud. Ah, ah oui, je croyais que c'était la... Ouais. Ah oui, vous avez raison, oui. C'est l'humidité qui nous fait la moiteur. Oui, oui, merci monsieur. Ouais. Et donc il y a 25 ans, j'étais dans une petite boîte de presse et tout, et il y avait une petite société de stockage. Et dans cette société de stockage, on avait l'habitude de recevoir des jeunes l'été. Ils bossaient pendant 2 mois, voilà, ils se faisaient un petit peu d'argent. Et puis cette boîte en région parisienne, je l'ai gardée jusqu'à la trentaine, et puis ensuite, en 1998, je suis arrivé à Toulouse, et j'ai repris une société de stockage et également donc d'expédition, parce que j'étais dans la presse, on expédiait des magazines qui étaient abonnés, etc. Et puis pareil, on continue. On dit, tiens, je leur dis, voilà, l'été, vous allez faire venir des jeunes. Bon, super. Et il y a des jeunes qui arrivent. Puis il y en avait un qui était, il était un petit peu différent parce qu'il était plus teigneux, il était plus ceci, plus cela. Et puis lui, il voulait faire pilote de ligne. Alors, il était en train de passer le concours, etc., à l'ENAC, c'est bien ça. Et en fait, il était agressif en permanence. Donc on me l'avait signalé plusieurs fois, on m'avait dit il met une ambiance, etc. etc. Donc bon, je le vois, on est au mois d'août, je le vois au départ, et puis je discute avec lui, il s'appelle Eric. Et je dis alors, que se passe-t-il et tout. Et puis Eric me dit, bon, de toute façon, moi je crois que je vais finir par faire ce boulot parce que j'y arriverai jamais. De toute façon, ma mère vient de mourir, sa mère était morte au mois de mai, mon père est hyper agressif avec moi parce qu'il m'accuse de ceci, etc. J'en ai marre, je laisse tout tomber. Et puis on discute et Eric, franchement, j'essaie de le convaincre parce que pour moi, ce gamin avait un potentiel, etc. Mais il ne s'aimait pas du tout, Eric. Alors on discute. Alors j'essaie de lui faire comprendre des choses. Je lui dis, voilà, tu sais, dans une journée, il y a tant de secondes. Chaque seconde, c'est un moment où tu peux décider de ta vie. Tout est fait à partir d'une décision. Il faut que tu crées une décision dans ta tête et on va t'aider, on va faire ça, etc. Il reste donc, allez, un peu en août, encore un peu en août. Et puis à la fin août, il me dit, OK, je reviens demain pour signer donc, mon départ et je me réinscris, etc. Vous m'avez convaincu et tout. Bon. Il ne revient pas. Alors j'appelle son père et puis il me dit non, mais il cherche du boulot, c'est terminé. Donc on est en 1999, c'est ça, ouais, 1999, et je me dis, je pense souvent à lui. Alors on est en 2000 et puis moi dans ma vie j'ai pris énormément l'avion. Je vais vous dire un truc, j'ai tellement pris l'avion qu'un jour j'ai reçu une carte gratuite d'Air France qui m'a dit, bon ben voilà, vous pouvez faire des trucs avec cette carte, etc., à vie, à vie. Et alors quand vous avez une carte comme ça, le personnel de bord reçoit toujours une information, tout le temps. Et donc que ce soit une hôtesse, que ce soit les stewards, que ce soit le personnel navigant, dans son grand complet. Et il a toujours une information comme ça, parce que bon, il vous regarde, est-ce que tout va bien, ou il vous voit à peu près, bon bref. Et puis, on est en 2003, et puis je pense souvent à Eric, vous voyez où je vais en venir, hein, on va y arriver là. Et puis toujours navette, Toulouse, Paris, et puis un jour, voilà, j'étais avec mon fils, et on monte, et puis j'avais souvent dit à mon fils Raphaël, écoute, tu aurais pu voir ce que c'était qu'un cockpit à l'intérieur. À l'époque, il voulait faire ingénieur là-dedans et tout. Il me disait toujours non et tout, non. Et puis, hop, on monte. Puis il y a un monsieur qui dit comme ça, un monsieur grand avec une barbe et tout, il dit Monsieur Dion, est-ce que vous voulez visiter le cockpit? Alors je dis à Raphaël, j'y allais, on y va. Alors lui, il n'y va pas et moi j'y vais. Et puis je regarde, c'est la première fois en effet. Et puis il dit, vous allez bien? Alors le fait qu'il m'appelle comme ça, moi ça ne me dérange pas, parce qu'il y avait la carte et tout. Donc il dit, vous allez bien? Il me dit, vous vous rappelez combien il y a de secondes dans une journée pour décider de sa vie? Et je regarde, Eric. Et en fait, il me raconte son histoire et il me dit, voilà, en effet, je ne suis pas réinscrit la première année, je suis parti, j'ai fait des boulots, etc. Et puis après, j'ai pensé, alors peut-être pas forcément à moi, mais il a repensé à plein de choses. Ce qu'il était lui, la convocation avec lui-même, sa mère intérieure qu'il avait besoin de recréer, ce père intérieur qui là n'était plus tout à fait dans les starters parce qu'il avait été bouleversé, et toute son histoire de vie. Et lui, il m'a donné une immense leçon ce jour-là.
il m'a fait comprendre finalement qu'il fallait que je sois aussi patient dans ma vie. Chaque personne que je rencontre me donne une leçon et lui, il m'a donné une leçon de patience. C'est-à-dire qu'il m'a fait comprendre que ce n'était pas parce que nous disions quelque chose à quelqu'un que automatiquement la graine allait pousser. Qu'une fleur, lorsqu'elle éclot, eh bien vous ne vous posez pas la question de savoir si la veille vous avez planté une graine. Non, il vous est tellement naturel de savoir que c'était il y a 6 ou 7 mois que tout ça vous semble normal. Par contre, dans la vie, nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous avons le besoin impératif et impérieux que chaque fois que nous faisons quelque chose, nous ayons un retour immédiat. Donc, en fait, je crois que si j'avais fonctionné comme ça, c'est-à-dire que si j'avais insisté pour que le fameux Eric fasse ce que je voulais, ça n'aurait jamais marché. Il avait besoin de sa liberté. Il avait besoin de sa liberté, il avait besoin de lui-même aller dans son propre intérieur pour pouvoir sortir et vivre lui-même. Alors, je suis un petit peu comme le père Castor, hein, c'est la dernière anecdote et puis après c'est fini. Ça me fait penser à une belle histoire que je crois vous avoir déjà racontée, mais ça fait rien. Cette fois, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 5 ans. Et ça se passe du côté de Saintes, voilà, vers le Cognac. Et il y a des vendanges tardives. Et puis il y a quelqu'un qui m'appelle à ce moment-là, un copain là-bas, et qui me dit, qui est pas très loin de chez lui, et qui me dit, est-ce que je peux venir te voir? Je lui dis, ouais, ok. Et il vient, et là il me dit, je crois que j'ai encore fait une bêtise. Alors, je dis, bah, vas-y, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, tu sais, moi j'étais en train de regarder tout ça, là, comme d'habitude, hein, les autres travaillaient, moi je regardais, et puis qu'est-ce que je vois là? Je vois un futur papillon. Puis je le regarde, il était juste devant moi, alors je regarde cette chose, et puis je vois que il y avait un fil comme ça, je le regarde, puis je me dis, il en met du temps. Alors vous savez ce qu'il fait, il me dit, voilà, je vais chercher un petit ciseau, et puis je coupe, j'attends. Alors que se passe-t-il? Je vois en effet le beau papillon sortir, puis d'un seul coup commencer à étendre les ailes, et puis il essaie de voler, et puis il tombe. Ah, ouais. Et en fait, mon ami m'explique que le petit filament, au départ, il ne faut jamais le couper, parce que c'est avec ça que le papillon construit ses petits muscles pour pouvoir voler. Et vous voyez, si j'avais fait la même chose avec Eric, c'est-à-dire que si moi j'avais coupé un peu trop tôt la construction d'Eric, en fait, il aurait eu l'impression d'être fort, mais il n'aurait jamais pu avancer comme il le voulait. Et l'amour de soi, le respect de l'autre, c'est un petit peu aussi se permettre d'aller parfois dans des chemins un peu sombres pour revenir un peu plus grand. C'est accepter aussi que soi-même, on se perd parfois pour mieux se retrouver. En fait, l'amour de soi, ce n'est absolument pas l'obligation de quoi que ce soit. Je crois que c'est une profonde connaissance, en tout cas une profonde invitation ou incitation à découvrir le chemin à l'intérieur de soi-même. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des oppositions, une envie de partir, ça ne va pas tarder d'ailleurs, n'hésitez pas. C'était? Ah ben merci, c'est gentil. J'ai l'impression d'avoir lu un beau roman. C'est un roman. Voilà. Ouais, c'est un roman. Oui. Ça change, c'est pas toujours comme ça. Des fois, c'est un petit peu plus directif. Des fois, ça dépend de l'humeur. Ça dépend de l'humeur. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Ouais. Donc, si vous voulez dire quelque chose, rajouter, corriger, voilà. Bon, alors, c'était très beau. Tout est dit. Tout est dit. Bon, je vous remercie beaucoup. Alors, je vais vous donner plein de petits rendez-vous avant. Donc, il y aura d'autres conférences. Autrement, celle-ci, donc, elle sera sur Internet bientôt. Je ne sais pas quand, quand vous pourrez. Bientôt, voilà. Elle sera bientôt sur Internet. Les autres aussi. On va en faire quelques-unes. Et puis, moi, j'ai déjà super peur. Donc, il y a ce grand rendez-vous parce que là, je prends un super risque. Mais bon, vous m'avez bien aidé déjà. Et puis, on verra. Donc, il y aura ouais, ça sera une belle soirée. Ça, c'est bien. Ouais, non, mais vous avez raison. Il faut que je convoque le père et la mère intérieure. Merci. Ouais, c'est exactement ce que je vais faire. Ouais.
Et donc, oui, juste un petit mot sur cette soirée. Donc, l'idée est partie il n'y a pas très très longtemps. D'abord, c'est toujours des rencontres. Hein. Cette semaine, on vit à deux une belle rencontre. On rencontre un type incroyable qui s'appelle le docteur Charbonnier. Voilà. Moi, j'ai envie de vous en parler un tout petit peu. Rapidement, 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. J'ai le droit ou pas? 10 secondes. Bon, voilà. Ce monsieur, donc, ben voilà, alors on dit toujours, voilà, c'est un médecin, donc comme si on avait tout dit, il pouvait dire n'importe quoi après. Non, je vous assure, il ne serait pas médecin, c'est pareil. C'est un type qui est passionné, qui est passionnant, qui a un cœur incroyable. Et suite à un événement bouleversant dans sa vie, quand il était tout jeune urgentiste, il y a quelque chose qui se passe, il voit, il le dit lui-même, il dit « je vois la mort ». Voilà. Donc je crois que des années plus tard, il continue de lui parler. Mais la mort ne lui fait pas peur, donc il parle en fin de compte de et avec l'après-vie. Alors on a fait une interview de lui cette semaine, c'est un type qui est passionnant, donc qui sera là le 26 avril, qui va lui nous parler en effet de cet espoir, parce qu'il a fait des expériences, il a vécu des choses, il le dit, il en parle. Il y aura quelqu'un qui va nous parler des enfants aussi. C'est quand même l'espoir absolu. Hein. Le Dalai Lama dit, si toutefois vous apprenez la méditation à des enfants de 8 ans, il est probable que dans 2 générations, il n'y ait quasiment plus de guerre. Mais oui, forcément. Oui, forcément. Donc les enfants, au-delà de ça, c'est vraiment notre espérance. Il y a des tas de choses à dire et quelqu'un vous les dira toutes ces choses magnifiquement bien. Il y a un monsieur qui va nous parler d'amitié aussi, de solidarité, d'amitié. Il représente une grande association de fraternité, SOS Amitié, il va nous en parler. Il va nous révéler des choses, il va nous emmener aussi sur ce travail du quotidien. Il y aura accessoirement moi qui ferai un petit peu le fil conducteur comme ça entre les différents intervenants qui vous parleraient. Il va essayer de vous parler aussi d'autres choses. Puis il y aura un autre invité qui viendra et qui vous parlera d'amour aussi. Donc venez quoi. Venez. Alors évidemment, je vous dis tout. Hein, alors je prends un risque, mais un risque qui a été quand même. J'ai été bien aidé dans tout ça. C'est super. Donc il y aura une petite participation au départ. Je pense qu'elle sera inférieure à 10 €. Voilà. Mais je pense que ça vaudra le coup quand même, malgré tout ça. Donc, il y aura pas. L'idée n'est pas de faire des bénéfices, l'idée c'est d'asseoir le coût de la salle et de pouvoir, avec différentes associations, reverser, bien évidemment. Mais c'est surtout, l'idée c'est de transmettre. C'est de dire, il y a des tas de choses qu'on va avoir envie de dire ce soir-là, avoir envie de partager. Les micros vont circuler, il y aura de la parole, il y aura plein d'émotions, il y aura plein de belles choses à dire. Voilà. Alors, moi, je vais militer jusqu'au 26 avril pour qu'on soit le plus ouvert et connu. On va mettre une petite billetterie à la FNAC en place, sur d'autres petits supports. Voilà, c'est un grand coup d'adrénaline, mais ça va nous faire beaucoup de bien. Enfin, en tout cas, moi, ça va me faire beaucoup de bien. Puis je serai très heureux de vous recroiser dans les couloirs de ce beau théâtre. Vous nous dites où c'est, Jocelyne ? Voilà, ça s'appelle comment? Eh bien, c'est super. Il y a combien de places? 839. Alors tout va bien, nous y serons. Merci infiniment à vous. À très bientôt.